Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dunk Hebdo version intersaison. Et pour cette intersaison, les gens sont partis en vacances, les gens sont partis de l'autre côté du globe, mais on a quand même décidé de parler NBA. On va peut-être s'éloigner un peu plus du terrain pour parler d'autres choses. Avec moi cette semaine pour en parler, Tom. Comment ça va, Tom? Ça va, écoute, tranquille, confiné en Guadeloupe, tranquillement, je bronze, je profite des derniers jours, et puis voilà, on est là, on profite de la famille, et puis c'est le principal. C'est le plus important. On profite des proches, mais on a quand même envie de parler NBA. Et c'est toi, Tom, qui voulait un petit peu depuis pas mal de temps, on va le dire aux auditeurs, faire un petit peu de contenu et parler de tout ce qui était un petit peu chiffres, économie, mathématiques en lien avec la NBA. Donc vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de notions dont vous entendez souvent parler, je pense, mais qui sont pas toujours très très simples à comprendre et dont dans le paysage francophone, il n'y a pas toujours énormément de contenu à propos de tout ça. On va essayer d'en parler simplement pour donner un petit peu des billes pour mieux comprendre toutes ces notions. Donc ça va être quoi, Tom? Max, Supermax, extension pour Superstar, CBA, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu pensais faire en voulant parler de tout ça, en fait? C'est ça, l'idée c'est que comme il y a l'actualité, là on va arriver sur les négociations pour la fin des contrats rookies. On a eu quelques signatures avec Shea, avec Luka Doncic et aussi avec Trae Young. Donc sur les designated rookie extension, donc le supermax pour les joueurs sortant de leur contrat rookie, et on aura aussi potentiellement des extensions au supermax aka designated veteran extension pour des joueurs comme Joel Embiid ou Nikola Jokic. Donc l'idée c'est vraiment de parler de ce qu'on appelle le supermax, pourquoi il existe, quelle était sa finalité, est-ce qu'il remplit bien sa mission et à quoi il sert, voilà. Exactement. On va faire un peu d'histoire, on va relier avec l'actualité parce que c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant. On va parler de tout ça. Donc on va faire ça après la petite pause. N'hésitez pas, voilà, à partager le podcast, à poser des questions aussi si vous comprenez pas tout ce qu'on a voulu dire. On va essayer de franciser au maximum et tout ça, de simplifier, mais on va en parler n'hésitez pas sur Twitter. On est de plus en plus actifs sur Twitter dernièrement. Donc si vous voulez poser des questions, c'est des choses que vous n'avez pas compris ou relancer, n'hésitez surtout pas. Et puis n'hésitez pas à mettre aussi les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Alors on revient tout de suite pour parler du Supermax et des contrats max. Luka Doncic has agreed to sign that 5-year, $207 million Supermax contract, Kevin. That'll include a player option on the last year. This is a landmark deal for Luka Doncic, his agent Bill Duffy from BDA Sports. This is the first rookie eligible signing the Supermax who's already eligible. He's already fulfilled the criteria to get that full $207 million because he's been named All-NBA twice. He will sign that deal tomorrow. Alors Tom, je sais pas si t'as vu, mais Jason Kidd, Mark Cuban et Dirk Nowitzki se sont déplacés en Slovénie, à Ljubljana, pour aller voir Luka Doncic. Et c'est sorti il y a quelques jours sur un tweet du Vosges que Luka Doncic avait accepté la proposition de prolongation de contrat, donc d'extension de la part des Mavs, 5 ans, 207 millions. Donc en moyenne, plus de 40 millions annuels sur l'ensemble du contrat. À voir comment ça va être agencé d'année en année. Je pense que ça sera pyramidal, en fait. Ça sera. C'est ça. Le salaire augmentera chaque année, mais si on fait la moyenne sur les 5 années, ça fait quand même plus de 40 millions annuels. Donc pour un joueur qui est encore dans son contrat rookie, on a aussi eu Shai Gilgeous-Alexander, Trae Young qui ont signé des contrats qui pourraient être pareils que ceux de Luka Doncic, une extension pareille, mais qui ont des critères à remplir que Luka a déjà rempli, c'est ça, mais que ces joueurs-là n'ont pas encore rempli. C'est-à-dire que Luka, il a déjà été au NBA, donc lui c'est 5 ans 207, il sait déjà que c'est ça. Shai et Trae Young n'ont pas encore été au NBA. S'ils le sont, ils pourront être à 5 ans 207. Pour l'instant, ils sont à 5 ans 172 millions. C'est ça. Donc 34, un peu moins de 35 millions annuels pour ces deux joueurs-là. Donc en fait, l'actualité là, il nous permet de parler de ça, Tom, les extensions au max, au supermax. C'est 3 joueurs qui sortent de leur 3e année de NBA, qui signent des énormes contrats. Ouais. Comment ça fonctionne en fait en termes de max? Déjà, est-ce que c'est un max? Est-ce que c'est un supermax? C'est quoi ce contrat qu'ils ont signé, ces 3 joueurs-là? En fait, là, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait avant la Rose Rule, qui est nommé après Derrick Rose, qui lui a été MVP durant son contrat rookie.
et qui avait vraiment super formé la valeur de son contrat, et il fallait quelque chose pour rétribuer Pour le le récompenser. joueur. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été ajouté dans un des CBA pour pouvoir rétribuer les joueurs, et il y avait des joueurs qui ont pu en bénéficier. Par exemple, Kevin Durant, on se souvient qu'il a pu en bénéficier de façon rétroactive, qui avait bien embêté les finances du Thunder à une certaine époque, et qui avait peut-être aussi conduit au départ de James Harden après. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors la différence, donc pour prendre les contrats max, alors un contrat max, il faut savoir que c'est 3 grosses variables. Ça va être la durée du contrat, donc le nombre d'années. Donc quand on est designated, c'est 5 ans. Ça va être le pourcentage du cap sur la première annuité, et ça va être le pourcentage d'augmentation entre les différentes annuités. Donc par exemple, chaque année, en gros. Voilà, c'est ça. Donc par exemple, aujourd'hui, Luka Doncic, il a signé une extension au Supermax qui va commencer à 30% du salary cap des Mavs. Voilà, des Mavs pour la saison prochaine, avec une augmentation de 8% chaque année pendant 5 ans. Très où il y a la différence de chiffres avec, par exemple, chez Gilgeous-Alexander et Trae Young, qui eux n'ont pas encore été éligibles puisqu'ils ne remplissent pas encore les critères. Eux, leur extension est plus minime et aujourd'hui considérée comme une extension max, tout simplement parce que ils sont à 25% du salary cap plutôt que 30% du salary cap sur la première annuité. Très bien. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a pris l'exemple, on n'a pas encore vraiment défini ce que c'était. Et je pense que c'est le plus important. Donc en fait, voilà. Mais c'est assez historique en fait qu'on ait 3 joueurs qui signent ce type de contrat-là après leur 3e année dans la ligue. Ouais. Ça prouve que c'est 3 joueurs qui ont complètement surperformé leur contrat rookie. C'est-à-dire qu'ils étaient sous-payés entre guillemets par rapport à ce qu'ils produisaient sur le terrain. Et ça prouve aussi que tous les 3 franchises qu'ils ont draftés ont à leur disposition une espèce de clause de contrat, une règle qui permet de les garder plus longtemps, parce que en réalité, ils auraient peut-être pu aller sur le marché demander ce genre de contrat ailleurs, mais tu as cette règle qui permet aux équipes qui ont drafté de garder ça. Donc ça, c'est déjà à noter. Parce que s'ils vont sur le marché, s'ils allaient sur le marché, le maximum qu'on aurait pu leur proposer, c'est 4 ans qui débuteraient du coup à 25% du salary cap et non 30. Et dans les 4 ans, tu peux avoir que 5% d'augmentation maximale entre les années. Voilà. Donc en gros, si tu vas ailleurs, c'est 4 ans et une augmentation de salaire de 5% chaque année. Et que si tu restes dans l'équipe qui t'a drafté, c'est 5 ans max et 8%, une augmentation de 8%. Donc ça revient à ce que je dirais tout à l'heure, mais l'argument du max, du supermax, moi je le vois comme ça, surtout du supermax, c'est plus d'années, plus d'argent dans l'équipe qui t'a drafté. Donc une sécurité financière et une sécurité aussi plus longue en fait en termes de temps. Je pense qu'il faut qu'on définisse ce que c'est que le supermax, Tom, parce que le contrat max, les gens, dans la tête des gens, je pense, un supermax, c'est un contrat pour un All-Star. Les gens, c'est pour ça que beaucoup disent depuis pas mal d'années, depuis 4-5 ans, il y a des joueurs qui prennent plus de 20 millions d'années, tu te rends compte, alors que c'est peut-être, ils les valent pas, ou c'est vraiment trop cher pour ce genre de joueurs-là. Parce qu'en fait, les top joueurs, eux, c'est le supermax qui est censé être rentable pour eux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de je renvoie un article que Ben avait fait. C'est-à-dire qu'à un moment, les superstars, elles étaient limite sous-payés, en fait, par rapport à d'autres joueurs moyens qui prenaient, peut-être 75, un joueur moyen prenait 75% de ce que prenait un joueur All-Star, ce qui n'était pas vraiment All-Star, Superstar, alors que le joueur All-Star, Superstar était limité du coup par le CBA et par le montant maximum qui pouvait lui être offert. Par exemple, quand tu prends LeBron James sur un contrat max et tu prends par exemple Chris Middleton, la différence entre les valeurs contrats est totalement enfin, quand tu prends le montant brut des contrats, la différence terrain entre les joueurs, et il y a un monde en fait. Ouais, exactement. Alors que la différence économique entre les deux contrats n'est pas si énorme que ça. C'est ça. Donc le supermax. Je renvoie un article que j'ai trouvé donc de mai 2019. Il y a beaucoup de choses qui changent dessus, mais la définition reste quand même. C'est un article de NBC Sports. Donc qu'est-ce que le supermax? Le supermax, ou tu as dit tout à l'heure, l'autre nom du supermax, c'est le Designated Veteran Player Extension, donc DVPE. C'est ça. Tous des gens voient souvent ça, DVPE. Le supermax, ça permet à une équipe de signer un joueur sur 5 saisons avec un salaire qui peut prendre jusqu'à 35% du salary cap. Tout à l'heure, tu as parlé de 25% et de 30% du cap alloué.
Là, le Supermax, donc le Supermax, c'est le contrat des superstars, des méga stars. Et celui-là, il prend jusqu'à 35% du salary cap. C'est-à-dire que plus d'un tiers de ton cap peut être pris par le salaire de ce joueur-là. C'est ça. Le tout avec une évolution de 8% d'année en année. Donc c'est un contrat monstre, c'est un contrat long, c'est un contrat cher. Donc, a fortiori, c'est un contrat qui est réservé à une élite. C'est ça. C'est ça. Enfin, faut savoir que comme tu l'as dit, hein, la DVPE, ou Supermax, c'est aussi appelé Kevin Durant Rule, puisque elle a été mise en place lors du CBA de 2017, qui a été refondu et qui a du coup, ça a été une conséquence de ce qui s'est passé avec Kevin Durant, qui a décidé de rejoindre les Warriors, puisqu'à l'époque où Kevin Durant avait la possibilité de signer une extension avec OKC. Financièrement, il avait aucun intérêt de le faire puisque le montant de son contrat et le montant qu'il aurait eu en signant l'extension avant de devenir agent libre était bien moindre que le montant qu'il aurait pu signer une fois qu'il était devenu agent libre. Donc du coup, il n'y a pas eu la possibilité de lui proposer une extension décente. C'est un peu ce qui se passe avec Zach LaVine, où il y a à peu près 100 millions de différence entre ce que Zach LaVine peut signer en termes d'extension avec les Bulls et s'il attend et devient All-NBA cette saison, ce qu'il pourra signer avec les Bulls à la fin de la saison. Donc il a aucun intérêt à signer une extension aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça a été créé pour permettre en fait aux équipes d'avoir l'argument financier à proposer à leurs joueurs, et aussi ça peut leur permettre d'éviter de perdre leurs joueurs majeurs contre rien. Et on a vu depuis la mise en place de ce contrat, beaucoup de joueurs ont bougé, mais aucun joueur éligible au Supermax n'est parti pour rien. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Autre chose sur l'éligibilité qui est importante, c'est l'expérience dans la ligue. Il faut bien s'en rendre compte qu'il faut avoir entre 7 et 9 ans d'expérience dans la ligue. Donc, c'est pour ça. Parce que quand on prend, par exemple, le barème du contrat max, alors il y a un max pour les joueurs qui ont entre 0 et 6 ans d'expérience. Il y a un max pour ceux qui ont entre 7 et 9 ans, donc qui va être les 30%. Et ensuite, il y a le max pour les joueurs qui ont plus de 10 ans d'expérience, qui va être 35% du salary cap. En fait, le Supermax, c'est quelque chose qui te permet de sauter un tiers. Donc, par exemple, Luka Doncic, lui, il a signé, entre guillemets, le Supermax pour les joueurs en sortant de leur contrat rookie. Donc, plutôt que d'avoir les 25%, il va pouvoir toucher les 30% qui sont normalement réservés aux joueurs qui ont entre 7 ans et 9 ans d'expérience. Et là où les joueurs qui ont entre 7 ans et 9 ans d'expérience, quand ils arrivent à ce niveau-là, on peut parler par exemple de Stephen Curry, de John Wall. Voilà, au moment où eux ont signé leur contrat, ils avaient entre 7 et 9 ans d'expérience. Donc du coup, ça leur a permis de passer dans le tiers à 35% du salary cap qui est réservé aux joueurs qui ont entre plus de 10 ans d'expérience. Complètement. En gros, ce qu'il faut comprendre, ça, c'est que c'est un contrat. En fait, c'est toujours une réaction par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, le départ de Kevin Durant en 2016 pour les Warriors, la ligue s'est dit bon, faut qu'on fasse quelque chose, parce que moi je le vois présenté comme ça. En fait, ça a été mis en place pour que les équipes puissent ne pas perdre leur méga star contre rien, en ayant l'argument alors elles auront pas l'argument peut-être du terrain ou de l'équipe pour aller jouer le titre. Ça, malheureusement, si le joueur il va aller jouer le titre et aller ailleurs, il ira ailleurs. Mais l'argument qu'elles ont, c'est pour moi plus d'années, plus d'argent, parce que c'est celles qui peuvent proposer le Supermax, donc 5 ans, pas 4 ans, 5 ans et plus d'argent en termes annuels en fait. L'argent qui peut augmenter parce que 5 ans à 35% du cap, c'est historique. Enfin, c'est des choses qui ne sont... En fonction, et du coup, ça peut même aller... Alors, deux choses. C'est bizarre que tu ne parles pas de fidélité dans cette partie. C'est compliqué parce que moi la fidélité en NBA, on sait ce que c'est, hein. Exactement. Mais moi je vois plus ça comme un argument. En fait, ils ont essayé de réparer un bateau qui coulait de partout. Tu peux pas boucher tous les trous, tu peux pas obliger des joueurs à préférer une destination plutôt qu'une autre, tu peux pas obliger un joueur à préférer l'argent plutôt que l'équité sportive ou le titre. Exactement. Voilà. Ce que tu peux faire par contre, c'est proposer un contrat que personne d'autre ne peut proposer. C'est ça. C'est un argument en fait. C'est ça. Et simplement pour rebondir là-dessus, ça peut aller jusqu'à 6 ans en fonction de si c'est la Designated Player Extension ou la Designated Player Contract.
Alors, par exemple, Mm. Stephen Curry, lui, il est arrivé en fin de contrat en 2017. Il est arrivé en fin de Mm. contrat. Donc, lui, il a signé la Designated Player Contract. Donc, ça veut dire que c'est 5 ans au Supermax à partir du moment où tu quittes ton contrat. Des joueurs, par exemple, un joueur comme John Wall ou un joueur comme Damian Lillard sont des joueurs qui ont signé la Designated Player Extension qui a une durée de 6 ans parce qu'il leur restait 2 ans sur leur contrat actuel. Donc du coup, ils ont simplement rajouté 4 ans. Tu peux signer cette extension en étant toujours dans ton deuxième contrat. C'est ça, tu peux signer. Voilà. Et à partir du moment où il te reste 2 ans sur ton deuxième contrat et que tu es éligible du coup en remplissant les critères. D'ailleurs, les critères, on en a pas parlé, mais on va en parler juste après. Il va falloir qu'on parle des critères. Ouais. Une fois que tu remplis les critères d'éligibilité et qu'il te reste 2 ans de contrat, tu peux rajouter 4 ans au Supermax derrière avec une jolie player option à plus de 50 millions. C'est ça. Donc, on a défini ce que c'était, Tom, pourquoi ça avait été mis en place d'ailleurs, le premier joueur à avoir signé une Supermax, c'est Stephen Curry. C'est lui le premier joueur à l'avoir signé. Officiellement. Maintenant, qui et comment on peut avoir accès à ce Supermax? Alors, il y a des règles. Donc déjà, comme tu as dit, moi j'aime bien parler de ces superstars de troisième contrat. C'est ça. C'est un contrat pour ces joueurs-là. Donc, il faut un minimum d'années dans la ligue. Des fois, on trouve 7, des fois, on trouve 8, le nombre d'années dans la ligue. Tom, c'est combien? C'est 7 et 9 ans. Entre 7 et 9 ans d'expérience. Voilà. Puisque donc, généralement, t'as des joueurs qui arrivent, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, les joueurs, signent leurs 4 ans au max, et ensuite, par exemple, t'as le contrat rookie. Après, t'as généralement 4 ans, voire 5 ans au max avec une player option. Et en fait, la player option, elle est au niveau de la 4e année. Complètement. Donc tu peux sortir au bout de 7 ans. Voilà, si tu arrives, t'as déjà fait tes 8 ans avec ta player option, et au moment de ta player option, tu changes, du coup. Tu passes sur le Supermax. Donc, généralement, on te dit que les joueurs signent au niveau de la 8e année, mais ils sont éligibles dès la 7e. On l'a vu pour Giannis. Donc, il était éligible à la signature dès sa 7e année, mais le contrat, le Supermax ne commencera réellement qu'après sa 8e. C'est ça. Donc, il faut 7 ans, entre 7 et 9 ans d'ancienneté dans la ligue. Il faut être toujours dans l'équipe qui t'a drafté ou qui t'a acquis durant ton contrat rookie. C'est ça. C'est-à-dire que si en fait t'es échangé durant ton contrat rookie et qu'après tu restes sur ton deuxième contrat et que dans cette franchise-là, elle peut te proposer le Supermax. C'est ça. Zach LaVine en est un exemple. Par exemple. C'est ça. Zach LaVine n'a pas été drafté par Chicago. Oui. Il a été acquis par Chicago durant son contrat rookie qu'il avait signé avec Minnesota. C'est ça. Ensuite, Chicago lui a donné une extension. C'est son deuxième contrat. S'il remplit certains types de critères dont on va parler maintenant, il pourrait être éligible à ce Supermax. Il y a 3 critères, Tom. Il faut en fait remplir un de ces 3 critères-là. Oui. Il faut être MVP dans une des 3 saisons qui précèdent ou la saison actuelle. Il faut être All-NBA 2 fois sur les 3 dernières saisons ou dans la saison actuelle. Ou il faut être défenseur de l'année 2 fois sur les 3 dernières saisons ou dans la saison dont on parle. Donc en gros, il y a des arguments d'ancienneté, 8 ans dans la ligue. Il y a un argument de qui t'a drafté. En gros, c'est pour aider les équipes qui ont drafté les joueurs c'est pas de la récompense, mais c'est quelque chose, tu as drafté le joueur, tu l'as fait développer, on va te proposer un moyen de pouvoir le garder longtemps. Et il y a un critère de récompense, de sportif. Trophée. Voilà, trophée sportif. Soit t'es MVP, soit t'es défenseur de l'année, soit t'es All-NBA. Si t'es All-NBA, ça veut dire que t'es un des 15 meilleurs joueurs de la ligue, entre guillemets. Si t'es MVP, c'est que t'es le meilleur joueur de la saison régulière, entre guillemets. Et donc un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, on va se dire. Et si t'es défenseur de l'année, c'est aussi hyper important. Voilà, c'est les 3 critères-là. Tom, si tu veux rajouter quelque chose, tu veux illustrer un des points, je t'en prie. Il y a, par exemple, il y a des contrats qui sont sur des bases négociées. Par exemple, si on revient juste un petit peu sur la partie rookie, on a des joueurs, par exemple, comme Pascal Siakam, qui lui a été éligible. Donc, plutôt que 25% du cap, il a pu avoir un salaire qui commençait à 28% du cap, mais uniquement sur 4 ans. Pourquoi il était éligible, Tom? Faut l'expliquer. Il était éligible. Alors, il était éligible. Il a pas été au NBA, il a pas été. Oui, il a été au NBA. Il a été au NBA second team l'année de la bulle. C'est vrai. Il y a 2 ans. Donc c'est pour ça. C'est parce qu'il a été au NBA qu'il a pu être éligible. Okay. Voilà, qu'il a pu être éligible. Et t'as Ben Simmons du coup qui a été éligible aussi parce que lui il a fini All NBA third team et du coup il a 28%
du cap sur 5 ans. Ceux qui les ont ratés de peu, par exemple, toujours sur les extensions recrues, t'as Donovan Mitchell, t'as Jason Tatum et t'as Bam Adebayo. On en parlait. Ces trois joueurs-là n'ont rempli aucun des trois critères du All-NBA, défenseur de l'année, MVP. Donc, ils seront à 25% du cap et non pas à 28%, comme l'était Ben Simmons et Pascal Siakam, qui, eux, ont rempli un des trois critères. C'est ça. Et ni à 30 qui est, ce qui est prévu pour le Supermax. Exactement. Alors, concernant les joueurs, du coup, pour donner des exemples concrets de joueurs qui sont passés à côté de ce Supermax. DeMarcus Cousins, à l'époque où il était à Sacramento, oui. il était éligible à ce contrat-là grâce au All-NBA Team, et du coup, il s'est fait transférer avant de même pouvoir le signer. Donc la franchise a eu peur. Il s'est fait transférer à une trade deadline. All-Star Game. Il s'est fait transférer au All-Star Game, voilà, au Pelicans, d'ailleurs, le All-Star Game qui était à New Orleans, et il s'est fait transférer au Pelicans parce que on ne voulait pas lui donner ce contrat-là. Autre joueur qui a été victime, entre guillemets, de la peur de ce contrat, c'est Jimmy Butler. Jimmy Butler qui s'est fait transférer par les Bulls alors qu'il allait être éligible au Supermax pour simplement ne pas avoir à le payer. Oui, les Bulls ne voulaient pas. Les Bulls pensaient qu'ils ne pouvaient. Alors, nous, on pouvait penser qu'ils ne jouaient plus le titre. Eux, je sais pas. Eux, ils voulaient. C'était surtout l'argument économique. Voilà. Sur Jimmy Butler, pour ça qu'ils l'ont échangé à Minnesota. Autre joueur aussi qu'il a manqué. Deux autres joueurs qui ont manqué l'éligibilité de peu ces dernières saisons. Il y a Bradley Beal l'an dernier. Il y a également Klay Thompson qui a un gros contrat mais qui a raté l'éligibilité parce que Kemba Walker a été élu All-NBA Third Team. Et Kemba Walker, lui, a été éligible, mais Charlotte ne lui a pas proposé ce contrat et du coup, il est parti à Boston. C'était dans la dernière année à Charlotte. Charlotte, Kemba et All-NBA Third Team. C'est ça. Devant Klay. Si Klay l'avait été, Klay aurait pu être éligible au Supermax. Voilà, c'est ça. Kemba l'a été. Il a été éligible au Supermax, il a refusé parce qu'il voulait pas rester à Charlotte. Donc c'est un argument pour revenir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, Charlotte pouvait proposer le Supermax, pouvait faire tout ce qu'il voulait pour garder Kemba avec l'argument du Supermax. Si ta star décide qu'elle préfère aller avoir ailleurs, elle peut toujours. Voilà. Très bien. Alors, en fait, ce qui est intéressant, donc l'apparition dans le CBA, t'en as parlé, c'est 2017 à peu près, mais je pense que ça a commencé à être discuté avant. Et l'exemple Kevin Durant a fait accélérer le processus. C'est tout le temps comme ça. Il y a la Rose Rule qui a fait accélérer le processus du fait que les rookies étaient trop sous-payés, peut-être. Ouais. Et il y a la Kevin Durant Rule, la Durant Rule qui a fait accélérer le processus comme quoi, il fallait quand même laisser, sur 5 flèches, il fallait peut-être en laisser une à l'équipe qui avait drafté un joueur pour pouvoir lui donner un argument de rester. Voilà. Voilà, ce que j'ai envie dont on parle, t'as parlé tout à l'heure, Tom, c'est quoi la différence entre un contrat max et un super max? Est-ce que le seul argument qui est différent, c'est qu'une équipe qui a le seul argument que j'ai, tu me diras si je me trompe, pour moi la différence principale entre un contrat max et un super max, c'est que tout le monde peut proposer un contrat max à un joueur, tandis que une seule franchise peut proposer un super max à un joueur. Parce qu'en l'équipe qui a drafté, tu peux te proposer un super max qu'à un joueur que tu as drafté ou que tu as réussi à avoir dans son contrat rookie. Donc en gros, si demain il y a un joueur qui va qui a un an d'aller sur le marché, et des équipes dans un an, tu as 29 des 30 équipes qui peuvent lui proposer un contrat max si elles ont la place. Par contre, t'as qu'une seule équipe qui peut lui proposer l'extension Supermax, c'est l'équipe qu'il a drafté ou qu'il a eu dans son contrat rookie. Il faut bien comprendre que pour moi, le Supermax, c'est une extension avant d'être un contrat. Tandis que le max, ça peut être un contrat qu'on peut donner comme ça à un joueur libre. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça? Alors, c'est à peu près ça. Il y a juste quelques mécanismes qui changent. Faut savoir que quand tu signes, le max que tu vas pouvoir récupérer chez une équipe dans laquelle tu n'es pas encore est différent du max que tu pourras récupérer chez une équipe. Il y a du coup les annuités, comme on l'a dit tout à l'heure, et il y a aussi le pourcentage d'augmentation entre les années. C'est encore un argument du fait que c'est pour encourager à signer dans l'équipe où tu étais. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ensuite, tu as quelque chose qu'on oublie souvent. Un joueur qui signe le Supermax ne peut pas être transféré pendant toute l'année dans laquelle où il a signé l'extension. Donc, si par exemple tu signes une extension au Supermax maintenant, disons tu es je sais pas moi, Jokic, il va être éligible. Enfin, il est éligible et on va peut-être lui proposer. Donc, si il signe ce contrat-là,
il a une autre clause entre guillemets tacite. Il a aucune possibilité d'être transféré pendant toute la saison prochaine, pendant un an. Complètement. Là où les joueurs signés au max, par exemple, si on prend le cas de Blake Griffin quand il a signé aux Clippers, il a signé au max, il s'est fait transférer 6 mois après. C'est vrai, complètement. Parce que c'était pas le même type de contrat. Voilà, c'est ça. Il y a des clauses dans des contrats qui diffèrent. Petite question, pourquoi tu penses que c'est comme ça? Pourquoi tu penses qu'un joueur qui signe au Supermax, il a une clause de pas être tradé? Tu penses que c'est pour l'encourager à le signer? Tu penses que j'arrive pas trop à comprendre, moi. En fait, moi, je pense que c'est surtout un accord mutuel, puisque le Supermax est un engagement réciproque, c'est-à-dire que tu vas signer le joueur, tu vas donner au joueur quelque chose qu'il ne peut pas avoir ailleurs, donc faut qu'il commence chez toi, puisque sinon, autant qu'il puisse le signer ailleurs, en fait. En fait, ce qu'il faut dire aux gens, par exemple, c'est impossible un sign and trade sur un Supermax. Au Supermax, non, voilà. Oui. C'est quelque chose d'impossible, il faut le dire aux gens. Un sign and trade au max, c'est possible, ça se fait, hein. Depuis quelques années, ça se fait. Jimmy Butler, D'Angelo Russell, c'était un contrat max. Ouais. C'était un contrat max. C'est un sign and trade. Par contre, le sign and trade sur un super max, c'est impossible. Voilà. C'est ce qu'il faut dire aux gens. C'est minimum 1 an, si tu veux, et si tu veux être échangé. Et souvent, on attend peut-être un peu plus, et c'est quand le contrat commence vraiment à être toxique, comme on l'a dit. C'est un contrat qui est aux alentours de 35% du cap et qui monte chaque année. C'est pour ça qu'en gros, on voit que t'as des mecs qui, je crois que c'est Damian Lillard ou John Wall qui vont finir quasiment à 50 millions sur la fin de leur Supermax. C'est là où le contrat, selon les gens, commence à être toxique ou des choses comme ça et qui peut être négatif et donc à échanger. Mais tu peux pas l'échanger en le signant. C'est comme si, en gros, c'est comme si, je sais pas moi, une équipe va proposer une offer sheet à ton joueur. Tu vas matcher l'offer sheet. Du coup, tu peux pas transférer le joueur pendant un an. Pour les gens, Tom, une offer sheet, alors, si par exemple tu as un joueur qui est agent libre restreint, donc du coup tu conserves ses droits, et une équipe vient lui proposer un contrat que toi tu décides de matcher. Voilà. Du coup tu as l'impossibilité de le transférer pendant un an également. Exact. Parce que c'est toi qui as fait le choix de le garder alors qu'on lui proposait autre chose. Donc ça marche un peu dans le même style. L'exemple, c'est autoporteur. Voilà. Exactement. En gros, ce qui s'est passé à l'été 2016-2017, des joueurs sont arrivés sur le marché. Brooklyn, qui est dans un processus de reconstruction et qui avait envie de faire chier un peu tout le monde à droite et à gauche, excusez-moi pour le vocabulaire, a proposé des gros contrats à ces joueurs-là. Washington a matché pour Porter. Miami a matché pour Tyler Johnson, je crois de mémoire. Portland a matché pour Allen Crabbe. Ces équipes-là ne pouvaient pas échanger l'un de ces 3 joueurs-là dans la première année de contrat. Par contre, ils ont été échangés après. Voilà, c'est ça. Échangés à Brooklyn, d'ailleurs. Et puis Otto Porter a été échangé à Chicago. En gros, il y a des clauses dans les contrats, donc dans le Supermax, dans aussi l'offer sheet, comme tu as dit, donc après le contrat rookie, qui font que tu n'as pas le droit d'échanger un joueur pendant. C'est pas une no trade clause tacite, parce que c'est pas un joueur qui liste des équipes où il a pas envie d'aller ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose dans le CBA pour ne pas faire. Encore une fois, tu ne peux pas faire un sign and trade avec un joueur qui sort d'un contrat rookie à qui tu as offert une offer sheet. Les sign and trade, on en voit beaucoup en ce moment. Il faut qu'on en parle un petit peu ici. C'est pas aussi simple que tout le monde. Tu peux pas sign and trader qui tu veux. Ça fonctionne pas comme ça. C'est un truc précis, le sign and trade. On aura l'occasion d'en parler, je pense, peut-être dans un autre épisode comme ça, hein. On aura les retours, mais on aura l'occasion d'en parler, le sign and trade. Donc, le Supermax, la différence entre Supermax et Max, Tom, pour toi, donc, c'est le fait de pas il y a une des différences, c'est que tu peux pas être échangé la première année dont tu signes cette extension-là. Est-ce que tu en vois d'autres? Le tiers, du coup, salarial qu'on peut te proposer. C'est-à-dire que si on te propose un max classique, tu es indexé sur ton ancienneté. Là où le Supermax, tu sautes un tiers. C'est-à-dire que les joueurs qui sont comme Luka, voilà. Les joueurs qui sont par exemple dans entre 0 et 5 ans d'expérience, ils peuvent potentiellement signer un contrat équivalent au max de ceux qui sont entre 7 et 9 ans. Et les joueurs qui sont entre 7 et 9 ans, qui vont signer le Supermax, c'est un contrat qui est équivalent au max des joueurs qui sont entre plus de 10 ans d'expérience, c'est-à-dire 35% du salary cap. Il y a quelque chose que tu as dit qui est important par rapport aux annuités. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que le Supermax, quand vous allez signer un joueur avec un gros pourcentage du cap et avec 8% d'augmentation annuelle,
si le salary cap n'augmente pas de 8% chaque année, ben en fait le poids et la part du salaire que va représenter la part du salaire du joueur dans votre salary cap va grossir au fur et à mesure. Parce que si par exemple vous avez un joueur que vous signez à pour 30% ou 35% du salary cap, ben au final, si avec les 8% d'augmentation, si le salary cap reste stable, ben les 8%, ben ça devient au bout d'un moment 10 les 8%, ben en fait ça devient au Ça prend de final plus plus en de plus de 40%, place. ça prend plus de Exactement. place. Voilà, c'est ça prend Complètement. plus de place. Donc ça c'est très Complètement. important puisque ça vous limite d'un point de vue salarial et ça vous met beaucoup plus vite dans le rouge. Complètement. En gros, tu as parlé des critères d'ancienneté. Ce qu'il faut dire aux gens sur le contrat max, entre guillemets. Le contrat max, j'ai trouvé un très bon article de Sportco d'août 2019. Je pourrais le mettre en lien si les gens veulent sur Twitter. Il est très très bien. Il explique assez simplement, en fait, tu as parlé de critères d'ancienneté, c'est la base. En gros, on peut proposer un contrat max à n'importe quel joueur. On peut lui proposer cette extension max à n'importe quel joueur. Mais ça sera pas le même nombre de dollars par année à qui sera éligible. Plus tu montes dans ton expérience NBA, plus t'es vieux, entre guillemets, plus tu peux avoir de l'argent. C'est-à-dire, et cet argent-là, il est calculé, comme tu viens de le dire, en termes de pourcentage du salary cap. Le salary cap, c'est la masse salariale d'une équipe. C'est-à-dire que cette masse salariale d'une équipe, elle est calculée et le contrat max, il prend un pourcentage de ce cap-là. Et en fait, plus t'es vieux, plus tu es éligible à un max qui prend un pourcentage plus grand. C'est juste ça, en fait, pour expliquer aux gens. Entre 0 et 6 années dans la ligue, le contrat max, c'est 25%, donc un quart de ton salary cap, il va dans ton joueur-là. Entre 7 et 9 années, c'est 30%, et plus de 10 années, c'est 35%. La nouveauté avec le Supermax, comme tu as dit, c'est que dès la 7e et la 9e année, tu peux être dans les critères de plus de 10 années. C'est-à-dire que tu peux arriver à 35% du cap. En fait, le Supermax, c'est un complément au max pour les équipes qui veulent donner une grosse extension à des joueurs qu'elles ont draftés ou qu'elles ont acquis dans leur contrat rookie, qu'elles veulent conserver. Voilà. La différence entre max et supermax, elle est là. Elle est dans, comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas donner un supermax, tout le monde peut donner un max. Tom, j'ai une question pour toi. Quel est le premier joueur à avoir signé un contrat max? Je te l'ai dit en... Je te laisse répondre parce que franchement je savais pas tu pensais avoir dit Garnett. Alors moi j'avais dit Garnett puisque c'était le premier contrat qui m'avait vraiment secoué, c'était à l'époque 7 ans 100 et quelques et tout ça, c'est le premier contrat qui m'avait vraiment scotché à l'époque. Ouais. En vrai, c'est Larry Bird. Donc les recherches que j'ai faites, c'est Larry Bird en 1983, ça a d'ailleurs donné lieu à la Bird Rule. En fait, chaque chose qui chamboule un peu le paysage NBA, ça devient une espèce de loi en fait. Il y a la Rose Rule, la Durant Rule, t'as la Bird Rule, c'est la première fois qu'on a eu un contrat qui prenait autant de place dans le salary cap d'une équipe, entre guillemets. Alors dans les années 80, ça marchait autrement, en termes d'annuité, en termes de ça, mais c'est un peu comme ça. La question que j'ai, Tom, c'est pour revenir, je l'improvise un petit peu. À la fin des années 90 et début des années 2000, on a vu beaucoup de contrats longs. 7 ans. 7 ans. Je pense à des contrats, Garnett, Marbury. de mémoire, T-Mac signe un contrat long aussi. C'était des contrats longs, mais c'était des contrats avec peut-être moins d'argent, moins de pourcentage du cap à l'époque. Pourquoi tu penses que ça a changé et qu'on est sur des contrats maintenant plus courts, plus chers? Est-ce que c'est parce que les joueurs veulent avoir beaucoup plus de flexibilité, plus de pouvoir? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ça ça vient des proprios, hein. Ça a été changé dans le CBA de 2011 ou 2013. Ça vient des proprios puisque les proprios se plaignaient en fait que les contrats en fait qui commençaient au max avec les 8% d'augmentation, arrivé à la septième année, si le cap n'augmente pas autant, tu te retrouves avec un très très gros contrat en fait en termes de portion qu'il représente dans ton salary cap. Et en fait, tu étais bloqué pour 7 ans. Donc les proprios, pour se protéger d'eux-mêmes, ont voulu des contrats plus courts. Et les joueurs ont utilisé ça à leur avantage en utilisant les contrats plus courts pour faire pression sur les franchises et signer ce qu'ils veulent, de signer des contrats de plus en plus courts pour vraiment mettre la pression sur l'organisation et garder leur liberté, en fait. Ça, c'est super intéressant pour moi. Parce qu'en fait, les gens voient le fait qu'il y ait des contrats plus courts comme quelque chose de plus négatif pour les franchises, alors qu'en fait, à la base, c'est les proprios qui voulaient ça. Parce qu'en fait, alors les proprios, ils peuvent pas tout avoir. Ils ont dû faire un choix entre guillemets. Moins de flexibilité et plus de pouvoir pour les joueurs. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que comme tu l'as très bien dit, à l'époque, si ton contrat max c'est un contrat de 7 ans avec chaque année 8% de plus qui augmente ton salary cap. Et que ton CBA, donc le salary cap, c'est-à-dire que la masse salariale,
n'augmente pas. Et ben si ça monte de 8% d'année en année, et que le gars il reste jusqu'à sa 7e année, sans qu'il a commencé à 25% de ton cap, calcule où est-ce qu'il va t'amener au bout de cette année. C'est ça, En fait, c'est ça. c'est des contrats qui sont pas possibles pour construire une équipe compétitive. Donc c'est les Voilà. proprios qui ont un peu demandé ça, en réalité. C'est ça. Donc ça vient d'eux et les joueurs qui ont utilisé ça du coup à leur avantage du coup pour avoir des contrats un petit peu plus courts et utiliser entre guillemets leur liberté. Enfin, on parle souvent, enfin dans les contrats, notamment dans les free agency, on parle de soit année ou dollar ou année. T'as des joueurs qui vont privilégier les dollars sur très peu de temps pour garder leur flexibilité et leurs options ouvertes. Là où t'as des joueurs qui vont privilégier entre guillemets moins d'argent, mais sur plus long terme pour s'assurer une sécurité plus de revenus. Voilà, une sécurité, c'est ça. Complètement. T'as des exemples ou pas dans les deux? C'est-à-dire que des joueurs qui ont souvent préféré signer plus longtemps et avec peut-être pas le maximum qu'ils auraient pu signer, et des joueurs qui ont souvent parié sur eux-mêmes et en signant des contrats plus courts en prenant pas mal d'argent. Alors les joueurs qui me viennent en tête récemment, t'as par exemple Chris Middleton qui a signé pour un petit peu moins du max, mais en s'assurant les 5 années. Et de l'autre côté du spectre, tu as par exemple Kevin Durant ou LeBron James qui enchaînaient les 1+1. Exactement, complètement. Ces joueurs-là en même temps, oui, ils peuvent se le permettre. Middleton a été un très bon exemple. Middleton est un joueur qui a été drafté au 2e tour, qui a galéré au début de sa carrière. Tu lui as proposé 5 ans. Un petit peu moins du max. Max, un petit peu moins du max. Un petit peu moins du max. C'est ça. Et il a accepté tout de suite. Et mais la question que j'ai, est-ce que Middleton, il est éligible, lui, au Supermax ou pas? Parce que Milwaukee en a fait l'acquisition durant son contrat rookie. Ouais, normalement, il aurait été éligible, mais finalement, ça sert plus à rien pour lui, vu qu'il a déjà signé son contrat max. Il va rentrer dans les 10 années d'expérience, en fait, très bientôt. Et ça servirait à rien, en fait, il y a pas d'intérêt pour lui. Complètement. C'est ça, en fait, faut le dire aux gens. Tout le monde n'a pas un intérêt économique et théorique à signer un Supermax. Par exemple, pour prendre un exemple, il y a Bradley Beal. Bradley Beal, il a été qui a un cas très intéressant. Il a été au NBA, il a pris une extension d'1 an. On sait pas pour arriver aux 10 ans. Voilà. Qu'est-ce qui se passe autour de Bradley Beal? Alors Bradley Beal, ce qu'il a fait l'an dernier, c'est qu'il a signé une extension de 2 ans pour pouvoir atteindre le cap des 10 années et être éligible du coup pour son prochain contrat à 5 ans et qui commencerait à 35% du salary cap. Donc du coup, ce serait l'équivalent d'un Supermax qu'il aurait signé si jamais à Washington. Mais c'est juste que là, comme il va rentrer dans les plus de 10 années, il est d'office éligible à plus de 35% et 5 ans avec 8% d'augmentation annuelle que les Wizards seuls pourront lui proposer. Si il change d'équipe, il est toujours éligible aux 35%, sauf que là, ce sera 4 ans maximum et uniquement maximum 5% d'augmentation annuelle. Voilà. Encore une fois, c'est 2 petites variables, donc l'augmentation annuelle et les années, pour l'encourager à rester dans la franchise qu'il a draftée. Voilà. C'est ça. Après, s'il veut faire le choix du sportif, de rejoindre une équipe compétitive pour jouer un titre, il renoncera à ces 2 avantages, mais il aura d'autres avantages. Voilà. C'est ça. Donc du coup, tu vois, lui, ça aurait été, par exemple, l'année où Kemba Walker a été All-NBA sur Team, si Bradley Beal l'avait été, ça aurait été plus intéressant pour lui, puisqu'il aurait pu signer l'extension 2 ans avant la fin du contrat. C'est ça. Là, quand il va arriver à la fin de son contrat, il sera déjà dans le tiers des 10 années d'expérience. Dans l'ancienneté, donc il aura plus besoin d'être éligible il a plus besoin de remplir les critères de performance pour pouvoir être éligible à ça. Il y a pas mal on va finir avec des espèces de questions rapides, des exemples, Tom. Je pense que c'est le plus intéressant. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, ça fait peur le Supermax. Ouais. Les gens voient Supermax comme, ok, gros contrat, énorme joueur, mais ça sent pas bon sur la fin du contrat, toxique. J'ai l'impression que c'est vu comme ça par une partie des fans. Ouais. La question que je te pose, et c'est toi qui l'as posée, quels joueurs ont déjà signé un Supermax et en bénéficient positivement? Alors, moi, j'en ai listé 4. Toi, tu m'as dit que t'en avais plus 3. Plus 3 et demi en fonction de ce que t'attends. Tu vois, quand tu regardes les joueurs qui l'ont signé, t'as Curry.
Curry, oui, il en Curry qui a bénéficie positivement. re-signé Voilà. encore quelque chose à 200 millions derrière. T'as James Harden qui a été transféré pour une valeur entre guillemets plutôt positive. Et tu as Giannis. Giannis qui voilà que y a pas photo. Alors les joueurs où je pense que c'est plutôt neutre voire légèrement négatif. On va parler plutôt de Russell Westbrook et plutôt de Rudy Gobert. Valeur neutre voire peut-être entre guillemets négative sur la durée du contrat. Moi, j'ai plus Westbrook dans le négatif et Gobert dans le positif. Quels Okay. joueurs ont déjà signé un contrat sur cette base en bénéficient positivement? Donc, en bénéficier positivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu joues, t'es assez bon pour, entre guillemets, être un des deux meilleurs joueurs et donc prendre une part de ton cap immense, mais en même temps, t'es quand même dans une équipe compétitive, entre guillemets, qui peut te permettre de jouer quelque chose. T'es pas un contrat négatif. Curry, c'est bon. Si Curry n'a pas été, si les Warriors n'ont pas été entre guillemets en playoff sur 2 dernières saisons, c'est pas à cause du contrat de Stephen Curry. Non, voilà, c'est pas à cause du contrat de Stephen Curry. James Harden, bah lui en fait, malgré ça, il a réussi à se faire échanger dans une meilleure situation qu'il était avant. Et au début de ce Supermax là, il était quand même en playoff à l'Ouest, avec à côté de lui un autre joueur quasiment au max. Donc c'est à dire que son contrat ne prenait pas non plus tout et n'était pas complètement négatif. Giannis, il vient de gagner le titre. Donc c'est positif. Je veux rien savoir d'autre. T'as gagné le titre, donc c'est positif. Et Gobert, je le mets quand même parce que, alors oui, il profite du fait que Mitchell est dans son contrat rookie, mais il était quand même meilleur défenseur d'une équipe qui a fini premier à l'Ouest, quoi. Et donc c'est pas négatif. C'est en fait voilà. En fait, je suis d'accord. Gobert, c'est pas Curry, Giannis, Harden, mais ni Lillard du coup. Bah, Lillard aussi parce qu'on a oublié de le mentionner, mais on a oublié Dame, mais on va mettre Dame Lillard. Mais c'est pas Russell Westbrook ou John Wall. Voilà. Donc il est peut-être entre les deux. Lillard, je le mets aussi, t'as raison, parce que c'est pas de la faute de Damian Lillard si Portland n'avance pas en playoff. Clairement. Donc, en bénéficier positivement. Ceux qui en bénéficient négativement, entre guillemets, bon, t'as les cas de John Wall et Westbrook. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces deux cas-là? C'est des équipes c'est des joueurs qui auraient pas dû recevoir ce Supermax. C'est des joueurs qui ont eu des pépins physiques qui les aident pas à assumer ce contrat. Comment tu vois ça? Alors moi je dirais Westbrook déjà c'est deux cas qui sont totalement à part. Je pense que Westbrook du côté d'OKC c'était totalement légitime hein, puisque Westbrook on rappelle qu'il obtient son éligibilité au Supermax en étant élu MVP en 2016-2017. Donc faut pas se voilà quoi. Le gars a été élu MVP de la tête et des épaules et on le savait que Russell Westbrook il avait beaucoup plus d'intérêt entre guillemets l'apport de Russell Westbrook est plus intéressant pour les OKC. Il a plus de valeur pour OKC qui lui signe le contrat à l'époque que pour toutes les autres franchises de la ligue. C'est juste qu'il s'est fait transférer après en fait. Mais au moment où il signe le contrat, même si on sait que c'est un contrat qui est risqué pour lui, c'est OKC qui le signe et c'est totalement légitime. Là où pour John Wall, pour John Wall c'est plus délicat parce que John Wall lui, il a rempli juste un critère, c'est qu'il a été All-NBA third team. Donc c'est même pas first team ou second team, il a été All-NBA third team l'année où il fallait. Ouais, John Wall, il a vraiment été très bien au bon moment. Voilà, c'est ça. Il a été All-NBA third team l'année où il fallait, il lui restait 2 ans de contrat. Boum, il est éligible. Eh ben il a signé du coup 4 ans au Supermax. Donc la question que je te pose c'est Washington, on a voulu aider ce genre d'équipe à pouvoir garder ses joueurs au drafté, ces stars qu'elles ont drafté, qu'elles ont développé. Mais Washington a fait quoi? Washington a eu peur que John Wall aille voir ailleurs ou Washington a complètement surcoté une année ou 2 années de John Wall ou alors voulait absolument garder dans son sein son trio Wall, Bill Porter parce que c'était un trio à l'époque. Bah en fait quand tu prends les joueurs de la reconstruction, c'est John Wall quand ils avaient tout démonté à l'époque où il y avait l'après Arenas. L'après Arenas, voilà. Après Arenas Jamison, ils ont tout rebasé sur John Wall, Bradley Beal, Otto Porter et puis Ian Vesely qui a pas marché. Mais à la base, c'était les 3 grosses pièces en fait de leur reconstruction. C'est 3 joueurs draftés dans le top 3 d'une draft. Voilà, c'est ça. Il faut se rappeler que ils font une saison où vous les sortez en finale de conf, ils sont presque à 50 victoires. En demi de conf. Voilà. Et c'est une série épique en 7 matchs où les Wizards
qui pensent même à l'époque que les Cavs ont tout fait pour les éviter. Voilà, voilà, on se rappelle de cette, et puis, à la décharge des Wizards, c'est une équipe qui, sous l'égide de John Wall et Bradley Beal, qui a jamais déçu en playoff. Ils ont toujours avancé en playoff. Ouais, c'est vrai. Ils ont toujours au moins passé un tour. Ils ont toujours avancé des tours. Voilà. Je me rappelle des séries contre Chicago, des séries contre Atlanta, ils passaient toujours. Contre Toronto, ils faisaient des upsets et tout. Complètement. Donc du coup, oui, c'est toujours facile de refaire l'histoire a posteriori, de toute façon. C'est toujours facile. Ce contrat, il est horrible. Pourquoi vous lui avez donné? Il y a des arguments pour, mais il y a aussi le fait que, John Wall, il arrive vraiment au bon moment il remplit le critère vraiment au bon moment, parce que, qu'on se le dise, si John Wall n'est pas third team All-NBA cette année-là, il faudrait peut-être aller revoir ce qui se passait cette saison-là. Peut-être que, c'est-à-dire qu'il est un des 6 meilleurs guards de la NBA selon. C'est ça. S'il l'est pas, il est pas éligible au Supermax. Et ça change pas mal de choses pour le futur des Wizards en réalité. C'est ça. Donc c'est encore une fois assez intéressant de voir surtout que lui il l'a fait qu'une fois en fait. Oui, c'est ça. Il l'a fait qu'une fois au bon moment, tu vois. Au bon moment, c'est ça. Il y avait les critères il fallait le faire 2 fois en 3 ans ou alors une fois l'année où tu étais éligible. Voilà. Et lui, ce qui est beaucoup plus simple en gros. C'est ça. Voilà, et lui il l'a fait à ce moment-là. Donc c'est assez marrant. Il y a une autre question, quels joueurs se sont fait trader sur un tel contrat? John Wall et Westbrook. Ouais, ce sont les seuls. D'ailleurs, ils se sont fait trader l'un contre l'autre. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup, comme les contrats sont de plus en plus grands et sinusoïdales en NBA aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des énormes contrats et des petits contrats. Si tu veux trader un énorme contrat, va falloir trouver un énorme contrat aussi. Alors Ford contre Kemba Walker, par exemple. Ouais. Ou John Wall contre Westbrook, Chris Paul contre Westbrook. Ou sinon plein de joueurs qui sont sur un contrat moyen, par exemple Westbrook contre tous les mecs des Lakers. C'est ça. Ou Harden aussi. Il y a le délire Harden dans le délire. Si l'équipe a pas un énorme contrat ou un max et qu'elle est d'accord, c'est ça aussi. Il faut être d'accord pour se séparer de 3-4 role-players, parce que si tu t'échanges un super max, c'est peut-être que tu veux jouer le titre, t'as pas envie d'échanger 3-4 role-players. Donc. C'est ça. Là, ça dérangeait pas Houston. Ou ça dérangeait pas ça dérangeait pas Brooklyn, parce que Brooklyn voulait ces 3 méga stars. Autre question, Tom. Quelle problématique a créé le supermax? Voilà. À cause du Supermax, il y a des problématiques pour les franchises, pour les joueurs, pour les front office, pour tout ça. Selon toi, est-ce que ça a été fait après Kevin Durant pour aider, pour essayer de trouver une solution à un problème? Pour toi, est-ce que ça a créé de nouvelles problématiques? La problématique numéro 1, par exemple pour les franchises, c'est que les contrats Supermax sont très gros en fait. Ils sont très gros, et si ton joueur au Supermax entre guillemets ne le mérite pas, ou sa valeur terrain et pas si par exemple c'est un joueur qui est juste All-Star, qui a juste une valeur All-Star et qui est signé au Supermax, en fait t'as beaucoup d'argent qui au final ne sert à rien, quoi. Et du coup il faut que la production terrain puisse accompagner la grosseur du contrat. Donc ça, t'as cette partie-là qui, je pense, au niveau des équipes. Après, pour les joueurs, moi, ce que je trouve un peu embêtant, c'est surtout le fait que t'as les critères que tu dois remplir. Je pense que le fait d'être transféré et de devoir rester dans ta franchise, t'as tellement pas la main là-dessus que c'est quand même injuste que ce soit lié à ça, quoi. C'est pas toi qui décides si tu es transféré ou pas, tu vois. Complètement. Donc, il suffit que tu te fasses transférer une fois que tu as signé ton extension, t'es plus éligible, tu perds ce truc là, quoi. Même si tu deviens un top 10 NBA. Complètement. Tu vois. Donc ça, je trouve que c'est un peu tu perds ton éligibilité sur des choses que tu ne peux pas forcément maîtriser, en fait. Donc ça, je pense que c'est un peu bâtard pour les joueurs. Et puis après, pour revenir un peu sur la partie équipe, c'est vraiment la construction du roster et le fait que si le joueur ne signe pas, t'as un joueur qui est éligible et qui le signe pas, mais toute la ligue sait que le joueur va partir. Complètement. Refuser un supermax, c'est dire venez me voir à la free agency, je vais signer le max, mais je veux le signer ailleurs. Voilà. C'est ça. Et on a vu, voilà, Anthony Davis, les cas récents qui ont refusé le supermax, Anthony Davis à New Orleans et Kawhi Leonard aux Spurs. Voilà, 2 joueurs qui, on savait qu'ils voulaient pas aller aux Spurs, et d'ailleurs des 2 franchises qui ont réagi tout de suite. Elles l'ont échangé. Voilà. Alors, on peut voir on peut trouver que l'échange était pas bon pour l'un, bon pour l'autre. Les 2 franchises ont réagi. Elles ne voulaient pas perdre leur méga star pour rien. Voilà. C'est ça. Complètement. Question, Tom. Qu'est-ce qui peut être fait dans les prochains CBA? On sait que le CBA évolue souvent. Ouais. Qu'est-ce qui peut être fait? T'as mis cette question pour le rendre plus juste, le Supermax. Ça voudrait dire donc il est imparfait, ça c'est sûr, mais il est injuste selon toi? Injuste.
dans le sens Oui, je te où, pose des questions à problème. Hein. C'est mon rôle. Enfin, injuste dans le sens où, au final, même si c'est comment dire, un engagement mutuel, t'as pas l'impression que tout le monde est totalement confiant à 100% au moment de le signer. Ok. Que ça soit l'équipe ou le joueur. Ou le joueur, tu vois. Oui. Parce que le joueur, ça veut dire que lui, il fait une croix, entre guillemets, sur un départ potentiel, sauf si il demande à être échangé à un moment donné dans le contrat. Et l'équipe, en signant un joueur sur autant d'années, puisque voilà, c'est des contrats comme ça, c'est après 7 ans. On sait, c'est après, au minimum, c'est 7 ans. On sait que la carrière moyenne en NBA, c'est 7 ans. D'après les chiffres, la carrière en NBA, c'est 7 ans. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que à la fin du contrat ou au milieu du contrat, que le joueur ne vale pas autant. Quand tu vois des gars qui ont faut être prêt années, à ce que ce contrat soit pas rentable à un moment. Soit pas rentable à un moment donné, voilà. Et que ta construction d'équipe soit difficile, du moins si tu veux aller au titre et avoir des All-Stars avec ce gars qui est au Supermax. Être rentable en NBA, pour moi, ma définition, c'est quand ce qu'on te paye équivaut à ta production sur le terrain. Ouais. Entre guillemets, c'est ça, être rentable. Reggie Jackson, il était méga rentable pendant les playoffs. Parce que combien on le payait ne valait pas ce qu'il apportait sur le terrain, il l'apportait beaucoup plus. C'est ça. C'est ça, être rentable. Et en fait, d'ailleurs, tu regardes, toutes les équipes ont des contrats méga rentables, en fait. Parce que chaque fois, il y a des joueurs qui surperforment ce qu'ils sont payés. Les bonnes équipes, c'est ça, en fait. Les mauvaises équipes, c'est l'inverse. Elles ont souvent des contrats qui arrivent pas sur le terrain avec une bonne rentabilité. C'est ça. Et toujours toujours pour essayer de rendre peut-être ça plus juste en termes de règles. Alors peut-être, par exemple, pour les équipes qui signent le joueur au Supermax. Alors ça, j'en avais parlé, dans un des podcasts, on m'avait traité de mafieux. Salut à Ben pour ça. Si par exemple une partie, tu vois la partie en plus que tu payes du Supermax, qui soit pas comptée dans ton cap. Genre, tu vois, si tu paies un mec, je sais pas, tu vois, si tu paies par exemple Luka Doncic là, il est payé à 30%, mais dans ton cap, il compterait que pour 25. Comme ça te laisse un peu de marge pour construire ton équipe. Mais bon, on n'est pas la mairie de Paris, là, Tom. Et, autre option, peut-être au niveau des critères d'éligibilité, tu vois, par exemple, soit limité à uniquement All-NBA First et Second Team, par exemple. Comme ça, tu sais que c'est top 10 NBA sur la saison, tu vois. Ouais. Et même pour les trophées individuels, tu vois, le DPO, genre, juste une fois, c'est peut-être un peu juste. Faut vraiment un truc, sur la durée, quoi, que tu prouves sur la durée, parce que, tu vois, John Wall, le mec qui fait ça, et... Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis. En fait, Supermax, c'est réservé à l'élite de l'élite. Voilà, c'est ça. Mais les critères pour entrer dedans, il n'y a pas que l'élite de l'élite qui peut y être. C'est ça, donc, exactement. Ça peut poser un problème. Faut peut-être revoir les critères d'éligibilité et peut-être, les rendre encore plus durs pour vraiment que t'aies vraiment que de l'élite qui soit dans. Mais ça, les joueurs n'accepteront jamais ça. Exactement. Ça doit être voté par les joueurs et les joueurs n'accepteront jamais ça. Exactement. La dernière question, Top, et on a commencé avec Luka, Trey, Shai, donc les joueurs qui un peu l'actualité. T'as parlé un peu de Lavine au début. Je voulais qu'on garde un peu tout ça pour maintenant. Quels joueurs, dans les mois qui viennent, peuvent espérer être éligibles à un Supermax? Voilà. Alors, parmi les joueurs que j'ai notés, alors si on enlève du coup les joueurs qui sont devenus éligibles durant cette saison, donc cette saison les joueurs qui sont devenus éligibles c'est essentiellement Joel Embiid, Nikola Jokic et Bradley Beal. Là, si tu prends les joueurs. Dis-nous pourquoi, parce que alors, Jokic a été MVP. Joel Embiid, il a été éligible puisque là il lui reste 2 ans de contrat et il a été élu All-NBA, donc un peu le cas John Wall. Donc il a la possibilité de rajouter 4 années au Supermax. T'as Nikola Jokic qui a été élu MVP. Et qui en plus était All-NBA. Qui en plus était All-NBA. Il était All-NBA déjà l'année dernière. Hein, Jokic. Oui. Ouais, il était All-NBA l'année dernière, Jokic. Donc il a la possibilité lui aussi de rajouter des années à son contrat. Et t'as aussi du coup Bradley Beal, mais on en a parlé, c'est inutile parce qu'il a 10 ans d'expérience. Et quand je prends les joueurs potentiellement éligibles à la fin de la saison 2022 en termes d'accomplissement, ce qu'ils auraient à faire. Alors, parmi les gros candidats que je vois potentiellement, alors t'as Devin Booker, s'il est All-NBA ou MVP, puisqu'à la fin de la saison prochaine, il lui restera 2 ans. Si Devin Booker est dans les 6 meilleurs guards de la NBA l'an prochain, donc il est All-NBA. Éligible à la DVP. Éligible au Supermax. Ok. Voilà, c'est ça. T'as Zach LaVine également. Pareil que Booker. Qui lui, cette saison, s'il est All-NBA, il peut faire une John Wall et empocher 228 millions. Incroyable. En étant All-NBA sur team. Cette saison.
Ok. Enfin, la saison qui arrive, la fin de saison 2021-2022. C'est ça. T'as Miles Turner qui peut l'être s'il est DPO la saison prochaine. Incroyable. Vu qu'il lui reste 2 ans de contrat. Ouais. Et qu'il aura, du coup, le nombre d'années requises minimum pour pouvoir signer. T'as Karl Anthony Towns s'il est NBA, All-NBA, All pardon. NBA. Ouais. Et t'as aussi Kristaps Porzingis s'il est All-NBA. Très bien. Donc, tu vois, ces 5 joueurs-là, et encore une fois, ça pose un problème parce que est-ce que ces 5 joueurs-là valent un supermax? Voilà, c'est ça. On en revient à ces problèmes de définition, d'éligibilité. En gros, c'est assez simple. Voilà, c'est si t'as cité 4 joueurs, c'est Porzingis, Towns, Lavin et Booker. Si ces 4 joueurs, si un de ces 4 joueurs-là est All-NBA, il est candidat au supermax. Miles Turner, c'est plus dur de le voir All-NBA parce que vu la densité au poste de pivot. T'as Embiid, Jokic et Davis va jouer 5 cette année, donc. Et t'as Gobert aussi qu'il faut le passer devant Gobert aussi. Hein. Exactement, t'as Gobert, même Towns, on peut réfléchir comme ça. Turner, ça serait plus l'argument du trophée, l'argument DPO. S'il est DPO, il est éligible. Ce qui est quand même assez dingue parce que Turner, je crois qu'il a été top 5 au DPO. Ouais. Bah, s'il n'était pas blessé, il aurait eu de grandes choses des top 3, hein. Exactement. Donc, avec peut-être une nouvelle défense mise en place, bon, Carlisle, j'attends de voir, mais Indiana qui est toujours une équipe qui défend pas trop mal, entre guillemets, donc ça peut être intéressant. Ok, je te pose une question, on va terminer là-dessus. Si un des 5 joueurs qui a le plus de chances de signer un supermax, tu mets qui? Si tu dois parier. Si je dois parier, je pense plus à Devin Booker. Ouais. Je pense plus à Devin Booker parce que je pense qu'on va le récompenser pour ses playoffs. C'est un peu rétroactif, tu vois, un peu comme ils font pour les All-Star Games. Je pense qu'on va le récompenser pour sa saison de l'année dernière, l'année prochaine, je pense. Ouais, il va commencer la saison avec un nouveau statut déjà. Dans la tête des gens, il est sûrement un des 15-20 meilleurs joueurs de la ligue. Avec les playoffs qu'il a fait. Donc, ouais, la densité sur les postes de guard est immense, hein. Franchement, c'est hyper impressionnant. Trae Young aussi va commencer avec un nouveau statut. Il était pas dans les discussions à l'NBA. Enfin, moi, je l'avais dedans. Il était même pas All-Star, Trae Young, hein. C'est ça. Alors il va commencer la saison en probable All-Star, candidat à une super team au NBA. Les playoffs changent ça, et ça change, et ça a des impacts économiques, comme on a essayé de le montrer. Donc, on a essayé d'être assez clair. Ça, on arrive à 1 heure d'émission. Faut que vous nous disiez, voilà, dans les commentaires si ça vous a plu. Surtout si vous avez des conseils de comment on aurait pu présenter ça peut-être un peu plus simplement. Si vous avez eu des choses, on a essayé de pas trop partir à droite à gauche, de respecter un certain cadre. On n'a pas pu définir tous les mécanismes, c'est compliqué, mais on a essayé un petit peu de vulgariser. C'est quoi un max? C'est quoi la différence entre un max et un super max? Qui peut avoir le super max? Pourquoi ça a été créé? Comment? Tom, j'espère que moi j'ai beaucoup apprécié faire cet épisode. Ouais, clairement. C'est un truc que les gens doivent venir en commentaire. Tom, il aimerait bien peut-être faire de plus en plus de contenu de ce type sur des théories. Est-ce que tu as des idées de autre chose dont tu aimerais parler comme ça? Ouais, sur des aspects plutôt sur des choses, des petits contenus sur des aspects du salary cap, par exemple sur tout ce qui est la notion du hard cap. On en entend souvent parler. Qu'est-ce que c'est que payer la taxe? Qu'est-ce que c'est que la repeated tax, la prone tax? Qu'est-ce que c'est que c'est être au-dessus du cap? Qu'est-ce que c'est que payer la taxe? Quel est l'impact pour une franchise? Voilà. Est-ce que ça, tu peux l'expliquer aux gens, par exemple? Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'un sign and trade? Qu'est-ce qu'un sign and trade? Pourquoi? Comment on fait? Puisque c'est vrai que tout ce qui est CBA, c'est un peu du point de vue francophone, c'est un peu obscur. On n'est pas beaucoup à en parler. Je vais pas dire le maîtriser parce que moi perso je le maîtrise pas, mais à le connaître plus ou moins, on est assez intéressé, tout ça. Assez intéressé vraiment. Alors que ça peut apporter des aspects intéressants, notamment sur les parties signatures, puisque toutes les signatures ne sont pas uniquement sportives. Et là, il y a pas mal de choses à comprendre avec, par exemple, quand les gens utilisent la mid-level, ils sont handicapés, comment est calculée la taxe, parce qu'on se rend compte que les Warriors, ils ont 175 millions de taxes. Sans compter le coût du roster. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ils se sont mis dans cette place? Voilà, c'est ça. Donc, si ce type de contenu, franchement, ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et tout. Là, c'est l'été. On a un peu de temps, pour se reculer un peu. Voilà. On n'a pas fait un épisode bilan de la free agency. On va peut-être faire ça prochainement, mais on a peut-être du temps pour faire d'autres types de contenu comme ça. Donc, dites-nous, sur les réseaux sociaux, posez des questions à Tom surtout, parce que c'est lui qui peut vraiment vous répondre, vous aiguiller. Et puis voilà, profitez de vos vacances. Si vous êtes en vacances, les JO sont terminés. C'est un peu la période creuse là. Il y a plus trop de sport.
Donc, il y a la Summer League. Il y a la Summer League. Regardez la Summer League. Regardez tout. Vous êtes tous fans d'une équipe. Vous avez tous drafté un joueur ou vous pouvez tous voir votre sophomore qui augmente son niveau. Et puis voilà, on va se retrouver très rapidement pour, je pense, parler de free agency. Il y a le DH20 3.0 qui va arriver. Ça va être encore très très sympa, très houleux. Et puis voilà, portez-vous bien. Et puis mettez-nous 5 étoiles. N'oubliez pas. C'est ça. Salut. Salut.